On a l'habitude de définir l'aménagement opérationnel par de la procédure, on va dire une procédure de ZAC, une procédure de lotissement. Personnellement, je définirais plutôt ça comme d'abord une volonté politique, une volonté d'une équipe municipale le plus souvent ou intercommunale de porter un projet, de définir un projet pour son territoire et de s'impliquer dans la réalisation de ce projet. Et c'est finalement cette grande différence qu'on peut observer entre l'aménagement mis en œuvre par une collectivité qui s'implique dans la réalisation par rapport à ce qu'on appelle classiquement l'aménagement dans le diffus ou ce qui se fait de façon plus spontanée. Or, ce qu'on peut constater de façon constante, c'est que la collectivité, lorsqu'elle prend l'initiative d'un projet, elle est certes soumise aux critiques qui peuvent être adressées par le citoyen, mais elle est tout autant critiquée par le citoyen lorsqu'elle ne s'est pas impliquée dans le projet, parce que vu du citoyen, c'est toujours la collectivité qui est responsable. L'intérêt de cette opération d'aménagement conduite par la ville, c'est de s'attaquer à un certain nombre d'indicateurs qui sont des indicateurs sociaux qui se sont dégradés au fil du temps, un peu comme dans beaucoup de petites villes rurales de France. Des indicateurs qui nous ont amenés à avoir une forte vacance de l'habitat, plus de 20% de logements vacants, avec des logements dégradés, un taux de vacances de 25% sur les commerces de la ville, et puis la nécessité de reprendre un certain nombre d'aménagements publics qui se sont aussi dégradés parce qu'ils ont vieilli, et de développer un projet dans le temps, sur 10 années, pour avoir une véritable stratégie qui consiste à s'attaquer à l'ensemble de ces problèmes de façon globale. Évidemment, produire du logement abordable, c'est un défi social majeur. Aujourd'hui, on sait faire du logement locatif social, on sait un peu moins travailler le logement en accession à la propriété pour qu'il soit abordable. Quand les marchés, comme à Clermont, sont tendus, les prix ont tendance à monter et à éloigner les classes moyennes de l'accès au logement. Donc c'est un défi majeur. On doit également penser à la question de la place de l'économie dans nos territoires et donc de préserver du foncier pour cette vocation économique. Clermont est une ville productive et donc dans nos quartiers, comme à Saint-Jean, on maintient cette dimension-là avec par exemple une grande entreprise de maintenance ferroviaire. Quand vous avez un développement anarchique, vous consommez beaucoup de mètres carrés et vous bétonnez beaucoup de mètres carrés. On s'aperçoit qu'on est toujours, compte tenu de l'inertie du fonctionnement de cette planification, on est toujours avec un train, voire même 2 ou 3 de retard vis-à-vis des acteurs locaux, que ce soit les propriétaires fonciers, que ce soit les promoteurs, que ce soit tous les acteurs du territoire. Quelquefois, la lettre ne porte pas l'esprit. Et quand on est dans de l'urbanisme négocié, là, on arrive par en quelque sorte un procédé itératif et de débat avec les acteurs du territoire à négocier quelque chose et à négocier quelque chose qui sera plus qualitatif que ce que l'on obtient par la planification. Dans les opérations de réaménagement urbain, de restructuration, qui vont être de plus en plus nombreuses compte tenu de la limitation sur l'extension, sur nos territoires, nous avons besoin d'accéder à un foncier qui sera plus rare, qui est plus cher et dont la dureté, comme on dit, est plus importante. Et pour y faire face, on a besoin d'outils, mais aussi d'expérience que nous n'avons pas toujours ou en quantité suffisante dans nos équipes, de nos collectivités. Et là, le partenariat avec nos aménageurs, notre aménageur public, Alter à Angers, est très important. On peut s'appuyer sur son expérience, mais aussi sur sa capacité à mobiliser des financements, à porter du foncier dans la durée, en s'appuyant bien sûr sur les garanties de la collectivité, sur l'élaboration d'un projet, mais cette maîtrise des outils juridiques, financiers, des partenariats aussi financiers de l'aménageur sont très importants pour porter durablement des fonciers et mener à bien des opérations de restructuration urbaine. Mais aussi aux défis sociaux qui sont ceux de nos territoires. Si on n'est pas dans des opérations d'aménagement public, c'est beaucoup plus difficile de tenir ces équilibres-là. On doit aussi penser aux équipements publics, à la nécessité de développer des services publics dont les habitantes et les habitants auront besoin, et donc d'imaginer en amont à la fois la possibilité, je dirais, foncière de pouvoir réaliser ces équipements, mais aussi des mécaniques qui permettent leur financement par l'opération d'aménagement. D'autres ambitions sont venues
s'ajouter à cette opération sur Ferney-Voltaire, notamment en matière de transition énergétique. Et là, il y a eu un appui très fort de l'aménageur, à la fois pour développer un réseau de chaleur qui est tout à fait innovant, et en l'absence de l'expertise technique, financière, juridique de l'aménageur que nous avons apporté à notre concédant, vraisemblablement ce réseau n'aurait jamais existé. C'est également le travail que nous avons apporté également à l'agglomération pour aller chercher l'extension du tramway sur Ferney-Voltaire. Et c'est bien la densité de l'opération, c'est bien en fait aussi la qualité du montage de nos dossiers qui nous a permis en fait d'aller convaincre les autorités helvétiques pour aller financer cette extension du tramway qui vient du centre de Genève vers, et qui sera intégralement d'ailleurs sur la ZAC Ferney-Genève Innovation. Je crois que ce qu'il faut signaler, c'est que la commune est une commune de 3200 habitants. Elle est située en Gironde, à une dizaine de kilomètres de Saint-Émilion, dans un secteur essentiellement de monoactivité viticole. Et se saisir de la compétence aménageur dans une telle commune, eh bien, c'est se rendre compte qu'il est nécessaire, sur des longues périodes, de s'attacher à la résolution des problèmes. L'aménageur est là pour piloter à nos côtés. On pilote ensemble et aussi nous amener son expertise en phase de concertation publique pour que l'ensemble des citoyens puissent être associés au processus de décision. Notre système public ne peut pas intégrer une profession qui est une profession très pointue, qui est celle d'aménageur. Et j'estime qu'on aurait des pertes en charge, on aurait un manque de vélocité et on aurait in fine peut-être des coûts beaucoup plus élevés. Donc, on a choisi de confier ça à un professionnel privé, mais on ne lui a pas donné les clés. Et donc, c'est bien la qualité d'un projet, il se fait avec le dialogue entre quelqu'un qui a la connaissance du marché, qui a la connaissance des processus, qui a la connaissance des procédés et qui a la connaissance aussi des équilibres économiques, et avec la collectivité qui est garante de l'intérêt général. Alors, la démarche Grande Porte des Alpes à l'échelle de la métropole de Lyon, c'est une démarche de prospective en 2050 qui vise à se poser la question de que vont devenir des grandes plaques monofonctionnelles du XXe siècle, commerciales, aéroportuaires, universitaires, résidentielles, en tout genre, menacées d'obsolescence, et on se pose la question de comment elles vont évoluer au cours du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à l'agglomération en termes d'externalités positives et comment la métropole peut se positionner pour les accompagner dans leur mutation. Cet exercice prospectif aide la métropole à se poser les questions de quels enjeux adresser pour 2050 en matière notamment de réchauffement climatique. L'atténuation et l'adaptation sont des enjeux majeurs. Appliqués à un territoire de 2500 hectares, quels sont les outils qu'on peut mobiliser pour adresser ces questions d'atténuation et d'adaptation ? Je pense qu'il y a quelques clés importantes à avoir en tête. La première, c'est la capacité à faire le lien en permanence entre la compréhension des changements actuels et changements possibles dans l'avenir, le projet stratégique du bassin de vie, projet d'aménagement, projet de territoire, et puis les leviers opérationnels, notamment à travers les projets d'aménagement. Et donc la capacité à faire le lien en permanence entre ces trois niveaux, et à penser aussi en permanence l'évolution des besoins. L'aménagement dans le diffus, dans le tissu urbain constitué, avec des interventions parfois très fines, très limitées à la parcelle, c'est inévitable. C'est l'avenir de la ville que d'intervenir à cette échelle-là. La question, c'est simplement est-ce que ça se fait là aussi avec une initiative publique, ou bien est-ce que ça se fait de façon spontanée à l'intérieur d'un corps de règles qui ont été posées une fois pour toutes à travers le document d'urbanisme. Et ma intime conviction, c'est que face aux enjeux du zéro artificialisation nette, face aux enjeux de la raréfaction du foncier disponible, il faudra aménager le diffus avec ce que ça suppose de projets politiques, avec ce que ça suppose de concertation, de mesure des impacts environnementaux, de décarbonation, mais en intervenant non plus sur des grands tènements fonciers, mais bien à l'échelle de petites opérations qui, toutes cumulées, fabriquent un projet. Le projet, avant, on le voyait dans son périmètre. Là, je pense qu'on le verra demain à travers un ensemble de petites interventions qui feront la ville de demain. L'aménagement urbain reste décisif parce qu'il y a des échelles de temps et d'espace qu'aucun propriétaire privé ne peut adresser à lui tout seul. Et la collectivité doit absolument continuer à se poser des questions structurelles sur des échelles de bassin de vie à des horizons de 20 ou 30 ans. Et ma conviction, c'est qu'il faut se poser des questions à 20 ou 30 ans
pour définir une trajectoire qui n'est pas la même que si on se les était posées à 10 ans ou 20 ans devant nous. En fait, on change la réponse apportée en regardant plus loin.